Oui, bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir pour parler de ce plan de rénovation. Alors, je crois que j'ai une dizaine de minutes pour faire un panorama très général de ce plan de rénovation. Vous allez voir, il concerne beaucoup d'aspects. Ensuite, en allant progressivement vers le sujet, le cœur de votre sujet aujourd'hui et demain, donc la formation, la montée en compétences des professionnels et la formation. Alors peut-être juste quelques constats. Vous l'avez dit, il y a évidemment un poids important du secteur du bâtiment sur les sujets de consommation énergétique et puis d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un premier enjeu évidemment environnemental à traiter cette question du bâtiment. Et donc évidemment sur le secteur existant, on fait des choses sur le neuf. Les bâtiments neufs sont évidemment de plus en plus performants du fait de la réglementation thermique et puis demain de la future réglementation environnementale, mais le gros du parc, c'est l'existant, et donc la rénovation est tout à fait un sujet indiqué pour aller vers les objectifs de neutralité carbone et puis les objectifs de réduction des consommations énergétiques qui sont dans nos engagements nationaux et internationaux, évidemment. C'est aussi, le plan rénovation, un sujet social et économique. On a régulièrement ces chiffres qui sont cités. Il y a eu encore il y a quelques jours un colloque de l'Observatoire national de la précarité énergétique où il y a des chiffres de 4 millions de ménages en situation de précarité énergétique et donc des chiffres également de un quart du parc des résidences principales, c'est-à-dire entre 7 et 8 millions de logements qui sont énergivores, qui sont des passoires énergétiques, c'est-à-dire qui sont classés F et G au DPE, au diagnostic de performance énergétique. C'est donc évidemment considérable. Et donc c'est aussi des questions de confort, c'est des questions de froid, d'humidité, des questions de ménages qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Bon, tous ces sujets évidemment font écho avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, plus que jamais, c'est une actualité prégnante. Et puis enfin, c'est un sujet économique parce que, et on va arriver à notre sujet aujourd'hui, c'est évidemment une rénovation massive de l'ensemble du parc. Ce sont évidemment des emplois, c'est une activité économique. Et donc, finalement, on a tous ces sujets autour de ce plan rénovation. Donc vous allez voir qu'il est qui touche extrêmement de domaines. D'abord, c'est un sujet. Le premier sujet, c'est de donner envie aux ménages de faire des travaux. C'est pas gagné, c'est pas évident. On le dit souvent. C'est pas l'énergie ou la réduction d'énergie qui est le moteur pour faire des travaux. Par contre, ça peut être des sujets de confort ou de transformation de l'habitat. Donc, c'est des sujets de communication. C'est aussi un sujet de sensibilisation et d'éducation, on est en plein dans le sujet aujourd'hui, et c'est aussi un sujet d'exemplarité, notamment pour les bâtiments publics, de l'État et des collectivités. Ensuite, le deuxième sujet, c'est donner confiance. Pour ça, il y a plusieurs chantiers de fiabilisation. Le DPE, j'en parlais à l'instant, le diagnostic de performance énergétique, il est souvent décrié comme pas assez fiable. Mais c'est normal, c'est jusqu'alors un outil plutôt d'information qui a été lancé il y a quelques années. Il faut qu'il devienne réellement un outil sur lequel on appuie des politiques publiques, et donc il faut le fiabiliser, c'est un chantier du plan rénovation. Il y a aussi le sujet du RGE, la mention RGE, j'y reviendrai un peu plus tard, qui doit être également une mention donc, pour les professionnels de l'efficacité énergétique, qui doit être fiabilisée. Il y a aussi évidemment la lisibilité de toutes les aides. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup de dispositifs pour aider les ménages à la rénovation, ou pour aider aussi les collectivités, ou pour aider aussi les bailleurs sociaux. Évidemment, toutes ces aides doivent être rendues plus lisibles, plus simples, mieux coordonnées entre elles, et donc c'est aussi un grand enjeu du plan de rénovation. Le plan de rénovation, il vise toutes les typologies, à la fois le résidentiel et le non résidentiel, il vise tous les publics, propriétaires occupants, les bailleurs sociaux, les copropriétés, les propriétaires bailleurs, et évidemment les propriétaires tertiaires, publics et privés. Donc il touche vraiment tous les publics sans distinction. Il y a quand même un enjeu fort, j'ai rappelé tout à l'heure les chiffres, c'est la lutte contre la précarité énergétique, et donc ce sont les moyens d'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui ont été renforcés, pérennisés sur la durée, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, avec un objectif qui a été porté à 75 millions annuels. Et puis c'est aussi le lancement de FGRE, ce cycle barbare, c'est-à-dire le fonds de garantie pour la rénovation énergétique. C'est un fonds qui va permettre d'aider les ménages modestes à trouver le financement qui manque, le reste à charge pour pouvoir enclencher les travaux. Et enfin, là, je viens vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est l'innovation, c'est la formation, évidemment la montée en compétences, donc il y a les sujets du numérique, il y a les sujets de la mobilisation des certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, je vais détailler un petit peu tout ça aux différents axes, en allant vers l'axe compétences et innovation. Donc il y a un axe sur la rénovation énergétique des bâtiments en disant
à vraiment faire une politique qui touche tous les publics, tous les bâtiments. Pour qu'il y ait à la fois cette réponse à l'enjeu environnemental, pour qu'il y ait également, je dirais, un choc sur l'économie, sur l'activité, sur l'emploi, et puis pour également qu'il y ait cette réponse à l'urgence sociale et par rapport à la précarité, il faut vraiment changer d'échelle complètement, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup plus de rénovations qu'on ne le fait, et s'assurer que ce sont des rénovations qualitatives. Il y a vraiment le double sujet de faire plus de rénovations et faire des rénovations performantes. L'axe 3, donc c'est particulièrement sur les bâtiments tertiaires. Alors parmi les bâtiments tertiaires, il y a notamment les bâtiments d'enseignement, hein, c'est le lieu pour en parler ici, parce qu'il y a à la fois, évidemment, c'est un gisement important, les bâtiments d'enseignement, hein, tout type de bâtiments d'enseignement, les écoles, les lycées, etc., et les universités, et parce qu'il y a cette dimension d'exemplarité, et puis parce qu'il y a le sujet de la formation pour les futurs acteurs de demain. Ça, c'est important, donc il y a vraiment un focus sur les bâtiments d'enseignement. Et puis l'axe 4, c'est le renforcement des compétences et l'innovation. Alors, les moyens qui sont déployés pour ce plan de rénovation, il y a ce qu'on appelle d'abord le grand plan d'investissement. Il y a un volet rénovation à hauteur de 9 milliards d'euros qui se décompose, vous avez sur la slide, en différents postes. Hein, donc le renforcement des moyens de l'ANA, les moyens, les éco-prêts sur le logement social, donc 3 milliards, tout ce qui concerne le tertiaire public. Et puis il y a également, en plus de ce grand plan d'investissement et de ces 9 milliards, les certificats d'économie d'énergie dont on estime qu'ils représentent à peu près 5 milliards sur 3 ans. On est dans une période de 3 ans, 2018-2020. Mais également aussi les certificats d'économie programme. Ce sont des programmes donc, qui ont donné lieu à un appel à projet qui s'est déroulé au printemps, avec 200 millions mobilisés pour un certain nombre de sujets, notamment l'éducation, notamment la formation, l'innovation, donc tous ces sujets qui sont vraiment les sujets de la journée d'aujourd'hui. Alors je vais peut-être passer rapidement, parce que j'ai quand même déjà pas mal détaillé les axes, et puis je crois que le temps... Je vais aller directement à ce qui nous concerne. Donc vous avez compris, il y a quatre axes. Le quatrième axe, c'est vraiment l'idée de dire qu'il faut qu'on ait, pour faire ce plan massivement de rénovation, il faut qu'on ait des professionnels formés en plus grand nombre. Et donc qu'on s'assure évidemment qu'ils aient cette formation et qu'ils soient compétents. Donc, c'est déjà quelque chose qui est engagé avec la mention RGE et avec le programme FIBAT. Ça existe déjà depuis plusieurs années, mais l'idée, c'est encore une fois d'accélérer le mouvement et de l'amplifier. Ça c'est une des actions du plan rénovation. Et puis, également une action sur le soutien à l'innovation, notamment le numérique, donc notamment à travers ce que j'expliquais, à travers les appels à projets et certificats d'économie d'énergie. Pour faire le lien avec ce qui va suivre, et puis, enfin avec les différentes présentations vraiment de FIBAT, rappeler aussi quelques actions phares sur ces sujets-là. D'abord sur la communication, donc il y a eu il y a 2 mois un lancement d'une nouvelle campagne de communication et de mobilisation. Hein, c'est pas simplement gérer de la communication pour communiquer, mais c'est bien pour entraîner l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire en gros tout le monde. Hein, les ménages pour qu'ils prennent conscience que ces travaux leur sont évidemment utiles et bénéfiques, les professionnels pour se former, les collectivités pour déployer des lieux d'information et d'accompagnement des ménages. Donc c'est vraiment une campagne de mobilisation de tous les publics. Je dis 2 mots du dispositif RGE. Donc RGE, en fait, c'est une mention qui signifie reconnu garant pour l'environnement, qui est une mention apposée à des qualifications pour des professionnels qui sont engagés sur l'efficacité énergétique, sur l'installation de dispositifs d'énergie renouvelable, etc. Ça existe depuis plusieurs années. Il y a aujourd'hui 75 000 professionnels qui sont RGE. Ce dispositif, évidemment, a le mérite d'exister et de faire connaître ces professionnels qui sont référencés dans un annuaire. Il a toutefois été pointé du doigt à différentes occasions ces dernières années sur sa fiabilité. Il y a eu quelques signalements de travaux qui n'étaient pas conformes, etc. Et donc du coup, comme sur ce dispositif sont adossés un certain nombre de financements, c'est ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, il est vraiment nécessaire, et c'est un chantier que nous menons actuellement, de fiabiliser le diagnostic, c'est-à-dire de voir exactement quelles sont les conditions pour avoir cette mention RGE en termes d'audit, en termes de référence, etc. Donc on est en train de travailler pour améliorer ce dispositif et donc donner confiance aux ménages dans la qualité des travaux qui sont faits par les professionnels.
Je finis par l'appel à projet C2E pour un petit peu préciser les choses. Donc cet appel à programme C2E s'est déroulé au printemps et donc les premiers lauréats ont été annoncés justement il y a quelques jours. D'autres lauréats vont suivre. Et donc il y avait vraiment cette dimension de sensibilisation, d'éducation aux économies d'énergie des publics scolaires. Donc c'est important de le souligner ici, puisque voilà, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu un grand succès à cet appel à projet C2E, et donc beaucoup de projets donc, dont certains sont déjà annoncés et d'autres vont l'être. Il y avait également la formation de publics, d'autres publics par rapport à ceux qui sont actuellement visés, par exemple les syndics de copropriété, les acteurs de l'immobilier en général, donc vous voyez, pour davantage mobiliser sur certains sujets spécifiques comme la rénovation des copropriétés. Donc l'idée vraiment du plan rénovation, c'est d'essayer de diffuser au maximum, dans le maximum de publics, maximum de contextes, de bâtiments, cette idée que la rénovation c'est bénéfique. Et donc, voilà, c'est faisable, il y a des outils pour ça, il y a des moyens pour ça, il y a des professionnels pour ça. Donc c'est vraiment le sujet de cet appel à programme C2E. C'est vraiment une initiative nouvelle, c'est la première fois qu'il y a ces différents programmes sur ces sujets de sensibilisation, d'éducation, en appui de ce projet de rénovation. Je passerai évidemment sur le dernier sujet, la convention FIBAT, parce que ça va être développé juste après. Voilà, moi je voulais vraiment vous donner ce panorama, vous montrer l'étendue des sujets traités dans le plan rénovation, les moyens qui sont donnés et la nécessaire mobilisation de toutes les parties prenantes. Donc par exemple, évidemment, on est content que l'éducation nationale soit parmi les partenaires engagés sur ce plan rénovation. On a besoin vraiment d'un maximum d'acteurs impliqués. Merci. Merci Emmanuel Accardi. Philippe Pelletier, vous nous avez rejoint, on vient de parler à l'instant de communication. Il y a des enjeux forts effectivement autour de la communication. On était sur une communication assez technique jusqu'à présent, en direction du grand public, où on expliquait qu'il fallait faire les fenêtres, peut-être pas commencer d'ailleurs par la chaudière, mais faire d'abord l'enveloppe, etc. Maintenant, on est plus sur une communication confort. C'est-à-dire que votre maison, elle est amenée à évoluer, il peut y avoir des travaux, c'est peut-être une opportunité pour y faire quelque chose. Et il y a l'angle confort qui est beaucoup travaillé, je crois, beaucoup plus qu'avant. Vous êtes président quand même du plan bâtiment durable, mais je crois que c'est indiqué, sinon on l'a indiqué dans le programme. Oui. Mon rôle depuis quelques années, c'est d'essayer, sur commande des pouvoirs publics, de mettre en mouvement la société autour de ce thème des bâtiments durables. Et donc, vous irez sur le site Plan Bâtiment Durable et vous verrez l'action qu'on déploie, qui est principalement une action sur les territoires, consistant à la fois à faire remonter toutes les initiatives, les idées, les dispositifs proposés pour que les pouvoirs publics au plan national s'en saisissent, et à la fois expliquer la démarche qui est menée, les dispositifs qui sont en place pour créer une dynamique de l'action. C'est cette interaction que nous menons depuis maintenant 9 années et qui a mobilisé des milliers de personnes sur l'ensemble des territoires. Alors, ce qui se passe ce matin est pour moi très précieux, et avant d'expliquer la nouvelle approche qui est celle menée par le gouvernement après une très large concertation qui a nourri cette approche, c'est de vous dire combien il me paraît indispensable que l'école soit mobilisée sur ce sujet. Ça tient de l'évidence, mais voilà des années que l'on cherche à renforcer l'implication de l'appareil éducatif autour de ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on dit cela et comment ça peut se traduire de manière concrète? Pourquoi on dit cela? Parce que d'abord, si on va aux fondamentaux, dans la définition de ce qu'est le développement durable, dans ces 3 acceptions, sociales, écologiques, économiques, c'est pas fait pour nous. C'est fait pour assurer l'avenir des générations futures. Et donc, il devient hautement nécessaire
qu'on essaye de mobiliser sur le sujet les plus jeunes d'entre nous. Et cette approche, elle porte en germe quelque chose que j'espère, depuis que je suis en charge de ce sujet, c'est arriver à faire des jeunes les ambassadeurs de la rénovation énergétique des logements. L'école a déjà montré sa capacité à former les jeunes sur différentes thématiques pour qu'ils soient les formateurs de leurs parents. Ça a joué plein pot en matière de prévention routière et dans une époque pas si lointaine où le réflexe de mettre la ceinture de sécurité n'était pas encore acquis. Combien d'enfants ont rappelé aux parents qui conduisaient qu'il fallait boucler la ceinture parce qu'ils l'avaient appris à l'école. Et combien ont rappelé des règles prudentielles dans la conduite, c'est parce que l'école les a enseignés qu'ils ont été les enseignants des parents. Même sujet que j'ai vécu personnellement en matière de tri des déchets. Je ne suis pas né avec la sensibilité à ce sujet, et c'est une de mes filles qui s'est comportée comme un ayatollah dans la famille et qui nous a imposé, après nous avoir expliqué comment il fallait faire. Elle est aujourd'hui mariée, mère de famille, mais on a continué parce qu'elle avait semé juste et labouré profond comme il convenait. Et puis il y a d'autres sujets que vous connaissez mieux que moi dans lesquels les enfants jouent un rôle majeur. Et par l'enseignement qui peut être dispensé, mais aussi par ce sujet que Emmanuel vient d'évoquer, qui est une des deux priorités du nouveau plan de rénovation énergétique, c'est-à-dire aider les collectivités locales à entrer en phase de rénovation de leur parc, et il a ajouté spécialement le parc éducatif. On va réussir, si on parvient à provoquer, chacun à sa place, cette action sur l'ensemble du territoire, que bientôt, davantage d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités vont faire l'objet de rénovation, et que ce faisant, on sait tous qu'il n'y a aucun intérêt à rénover un établissement éducatif si on n'emmène pas dans le mouvement la communauté éducative. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un bâtiment bien isolé si on continue à l'utiliser comme avant, c'est-à-dire de façon déviante? À quoi ça sert d'avoir une bonne isolation thermique et un bon système de chauffage si on continue à chauffer plein pot, fenêtre ouverte? L'équation n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'y a pas le choix quand on veut assurer une rénovation efficace d'un local à usage tertiaire. Il faut embarquer la communauté qui occupe ce local, c'est-à-dire à la fois les enseignants et les élèves collégiens, lycéens et étudiants. Et ce faisant, ils vont apprendre les bons comportements et ils vont revenir chez eux en important dans les logements les comportements qu'ils auront acquis. Et ce faisant, je pense qu'on va bouger grandement les choses. Donc, mon premier message, c'est de vous dire que je suis archi convaincu que l'action que vous menez pour être davantage efficace dans cette approche vers des bâtiments durables, vous allez jouer un rôle clé pour transformer l'ensemble des logements par le ricochet des actions que vous mènerez et de la transformation que, je l'espère, on va observer dans l'ensemble des bâtiments éducatifs. La deuxième observation, c'est une réponse à la question qui m'a été posée. Il y a très clairement un changement d'optique qui est opéré par le plan que Emmanuel vous a présenté, et c'est une très bonne nouvelle. Et pour tout vous dire, on est quelques-uns des acteurs proches de l'administration
qui avons contribué à ce que cet infléchissement se produise. Quand on a démarré au lendemain du Grenelle les actions vers cette transformation de nos bâtiments, on a raisonné justement, mais probablement un peu court, en se ciblant sur l'économie d'énergie. À la fois, et vous vous rappelez peut-être, ce qui a été un moment une thématique de communication, j'éco-rénove, j'économise. Cette problématique, elle parle plein pot à des gens pour lesquels, à quelques euros près, le coût du chauffage pèse sur leur budget et conduit à ce qu'ils ont froid chez eux. Donc la dimension économique, elle est première pour les plus fragiles d'entre nous. Mais lorsque l'on a interrogé la société, les gens susceptibles de demander la rénovation énergétique, on a entendu deux choses différentes. Pour être juste, trois choses différentes. La première chose qu'on a entendue, c'est je ne me réveille pas le matin en voulant faire une rénovation énergétique. Et donc, ça veut dire que la rénovation énergétique, c'est souvent un sujet qui doit être embarqué, clippé, associé avec d'autres thématiques. Une personne qui vieillit dans son pavillon, elle va avoir peut-être avant tout un sujet d'adapter le logement à son vieillissement, c'est-à-dire de descendre la chambre à coucher qui était à l'étage et la mettre au rez-de-chaussée, de remplacer la baignoire par une douche, évitant qu'on ne puisse plus enjamber la baignoire ou qu'on l'enjambe dangereusement. Bref, des gestes qui correspondent à la volonté de rester à domicile en vieillissant, mais en adaptant le logement au vieillissement. Et il est clair que c'est sûrement le bon moment, c'est d'ailleurs ce que l'Agence nationale de l'habitat nous dit, c'est le bon moment pour assurer la rénovation énergétique du logement, pour embarquer la performance énergétique à l'occasion d'autres travaux. On a le même moment dans la vie du bien au moment des mutations, des transactions. Vous savez que l'année dernière, il y a eu près d'1 million de logements qui ont changé de main. C'est le moment pour un acquéreur de porter un regard différent sur le bien de celui que portait le vendeur. Ce que le vendeur pouvait accepter, l'acquéreur l'accepte probablement plus. C'est le moment de réaliser des travaux avant d'entrer dans les lieux. C'est la chance d'avoir un banquier qui est disponible pour financer l'acquisition et qui le sera peut-être pour financer l'amélioration. Bref, il y a des moments de la vie du bien qui sont plus adaptés que d'autres à l'action de rénovation énergétique. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est que le moteur que j'évoquais tout à l'heure, celui de l'économie d'énergie, qui est très parlant, très essentiel pour beaucoup de gens, ne l'est pas pour tout le monde, et que on a compris qu'il fallait raisonner plus large si on veut toucher l'ensemble des ménages dans notre société. Il y a des sujets, pour certaines personnes, il y a des sujets de santé qui sont essentiels, notamment quand on considère la qualité de l'air intérieur des logements, ce qui vaut aussi d'ailleurs pour les établissements éducatifs comme pour beaucoup de bureaux. Le sujet de santé qui conduit à réaliser des travaux et à revoir l'isolation et la circulation d'air, la ventilation du logement. Des sujets de confort. On a peut-être tous fait l'expérience de changer un jour notre cuisine pour avoir davantage de confort ou de déplacer une cloison, bref, de faire des travaux de rénovation
qui était fondée sur cette recherche d'un meilleur confort, d'un meilleur usage du logement. Eh bien, la rénovation énergétique, elle assure du confort. Quand on n'a pas trop chaud près du radiateur et trop froid près de la fenêtre, mais qu'on a une atmosphère égale dans l'ensemble du logement, on gagne un grand confort de vie. Et cela, c'est un levier qu'il faut actionner. Puis, il y a aussi pour d'autres personnes des questions de valeur de leur patrimoine. La personne qui est propriétaire de son logement et d'un peu d'épargne, elle se pose la question si, en laissant dormir l'épargne et en laissant se dégrader la valeur du bien immobilier parce qu'il perd de la valeur dès lors qu'il est énergivore et que les acquéreurs d'hier ne se bousculent pas pour acheter cette passoire thermique, est-ce que l'idée intelligente n'est pas de consacrer une partie de l'épargne disponible à des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bien? Approche patrimoniale du sujet. Et il y a sans doute d'autres leviers que la santé, le confort, la valeur patrimoniale des biens qui doivent être à l'œuvre. Bref, on ouvre le champ de notre approche de la société en ne focalisant pas seulement sur l'économie d'énergie, mais en pensant qu'il y a des questions de mieux vivre et qu'il y a des opportunités dans la vie du bien pour embarquer la performance énergétique. Et puis, dernière approche nouvelle, il faut qu'on arrête de traiter le logement comme un bloc isolé à part entière qui serait déconnecté du reste de l'espace. Non, non, le logement, il est inscrit dans un espace, il est relié à d'autres espaces par des questions de mobilité, et il est tout à fait clair que la performance énergétique d'une maison très isolée dans la campagne, pour laquelle ses occupants ont besoin d'une, deux ou trois voitures pour aller rejoindre les lieux de vie professionnels, de loisirs, de santé, est une maison qui, si performante soit-elle, est plombée par le coût des consommations qui sont dues au transport. Et en entendant ces propos, je pense que ce qu'on voit à longueur de vue à la télévision en ce moment vous parle. Hein. La population qui est en ce moment en pleine agitation, c'est celle qui légitimement manifeste le besoin d'améliorer son pouvoir d'achat en réduisant des charges. Et si ce n'est pas exprimé de manière tout à fait abondante, on entend ici ou là les gens parler du coût du chauffage et du fait qu'ils s'aperçoivent qu'ils chauffent l'air extérieur de leur pavillon dont les combles ne sont pas isolés, qui est une sorte d'aberration écologique, économique et sociale qui suscite ce désappointement et cette colère. Donc, ça veut dire que le logement à rénover, je clôt là, pour laisser la parole à Alain Borgard aussi, le logement à rénover, il est situé dans son environnement et que notre préoccupation, elle doit être aujourd'hui davantage environnementale que simplement énergétique. Voilà, c'est tout ça que vous allez avoir à porter, parce que je crois que ce sont les grandes évolutions qui vont guider notre action commune pour ce pays. Merci beaucoup Philippe Pelletier. On a effectivement de gros enjeux de communication, et puis il faut pouvoir articuler cette action, vous le disiez très, très précisément, avec des situations qui sont diverses. On aura cet après-midi d'ailleurs des situations diverses qui seront présentées avec des retours d'expérience à la fois dans le bâtiment individuel, dans le bâtiment collectif, avec un focus notamment sur les copropriétés, et puis dans le bâtiment tertiaire, sachant que dans le secteur tertiaire, on a une très très large diversité de bâtiments, parce que tertiaire, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Il y a évidemment des fonctions très diverses dans ces bâtiments, et donc des situations
réflexions constructives aussi très variées, beaucoup de choses à évoquer donc dans le début d'après-midi. Et dans la dernière partie d'après-midi, vous l'avez vu dans le programme, on évoquera le déploiement de FIBAT, voir comment ça peut s'articuler avec les réflexions en termes d'outils pédagogiques à créer, et puis aussi quels sont les acteurs, les référents qu'on va pouvoir trouver dans les académies. Alain Mogard, le sujet du bâtiment durable est un sujet qui vous tient à cœur. Vous parcourez depuis déjà de très nombreuses années, puisque vous avez été pendant plus de 10 ans président du Centre scientifique et technique du bâtiment. Aujourd'hui, vous êtes président de Calibat, chargé par les pouvoirs publics de la co-animation du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Vous le faites d'ailleurs avec Marjolaine Meignier-Millifer, qu'on avait invitée aujourd'hui, mais qui a été retenue dans sa circonscription. Elle est députée de la 10e circonscription de l'Isère et également co-animatrice du plan à vos côtés. Alors, on va parler formation, emploi. Qu'est-ce qu'il faut investir en formation, aussi bien en termes de connaissances que de gestes? À votre avis, quels sont aujourd'hui les grands enjeux pour permettre de relever le défi? On a vu que le défi est important. On a un parc immobilier très diversifié et très important. Quelles sont les actions à engager sur le plan de la formation notamment? Très bien. Oui, écoutez, moi aussi c'est un grand plaisir d'être ici, dans le monde de l'éducation nationale. Je vais vous faire une confidence. J'ai dirigé pendant 15 ans le CSTB. On n'arrivait pas à avoir le grand contact avec le monde universitaire et de l'éducation nationale. C'était une époque où on disait pourquoi faut-il encore faire des recherches dans le bâtiment? On était considérés comme un peu les mauvais de la classe, quoi. Il faut dire la vérité. Et maintenant, ben, écoutez, tout a changé. Tout a changé. C'est la première idée que je voudrais faire passer, c'est la motivation de votre secteur vis-à-vis du bâtiment. Le bâtiment, c'est le gros problème, un des gros problèmes devant nous, là, du XXIe siècle. La question de la rénovation, je vous parie que dans 20 ans, 30 ans, il y aura encore des amphis qui vous diront encore, il faut qu'on se forme, il faut qu'on progresse, etc. Donc le premier message que je ressens, il me semble, dans l'éducation, c'est est-ce que c'est un sujet d'avenir qu'on a devant nous ou est-ce que c'est une mode? La réponse, elle est très claire. Ce n'est pas une mode, c'est le grand sujet qu'on a devant nous. Ça, c'est quand même très important, il me semble, pour motiver les jeunes. Sur la question de l'emploi, ben oui, il y aura des emplois dans ce secteur, tout le temps. Il faudra bien des bâtiments, il faudra bien améliorer leur performance. Ça ne va pas se faire, je vais dire les cas de vérité ici, ça ne va pas se faire facilement. Donc, c'est un sujet qui est absolument essentiel. Alors, ça, d'accord, je pense que c'est assez facile de convaincre. Alors ensuite, il reste, est-ce que c'est intéressant ce secteur? Qu'est-ce que c'est manuel, c'est plus ou moins manuel, etc. Donc, il faut qu'on parle de ça, si vous permettez. Alors, juste avant de parler de qu'est-ce qui est intéressant dans ce secteur, je vais dire ma petite musique, là, tout à fait complémentaire de celle de Philippe Pelletier. Écoutez, à l'heure actuelle, on vit des événements assez simples. Je vais vous dire, c'est certainement le plan de rénovation énergétique du bâtiment, c'est le plus facile politiquement à faire. Et je pèse mes mots. Parce que, où que vous soyez à la campagne, en milieu rural ou en ville, vous avez intérêt à diminuer votre consommation énergétique. Et ce n'est pas une modification de mode de vie qui vous change complètement dans la mobilité, comme tout le monde est en train de le comprendre, ça vous pouvez le faire partout. Et ce n'est pas un élément de césure dans le pays. Vous pouvez dire la même chose partout. Ça intéresse partout, tout le pays. C'est un lieu de rassemblement d'une politique. Je le dis avec un peu de force. Et peut-être que c'est là qu'il faut mettre le paquet. Peut-être que c'est là qu'il faut mettre le paquet. En tout cas, ce que je dis me paraît vrai. Enfin, vous direz que... Et ça reste vrai. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on va bien comprendre que c'est une des portes de sortie ou d'avancée. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quel est le niveau de compétence? Le niveau de compétence, il est en train de changer complètement dans le bâtiment, parce que le bâtiment avait des fonctions assez simples. Hein. C'était on se met à l'abri de la pluie, puis ensuite on amène du confort. Et maintenant, il a un nouveau challenge, c'est les performances. C'est devenu un secteur où il faut atteindre des performances. Il y a un côté compétitif, il y a un côté sportif. Il faut que ce soit performant. Et au milieu du confort, on a tous dit la même chose, la performance énergétique, c'est pas si facile que ça d'y arriver. Il faut des gens compétents. Donc on peut aller dire, il ne faut pas des brels, enfin vous voyez ce que je veux dire, il faut des très bons. Il faut des très bons
pour arriver à la compétence. Et ce qui est intéressant, à mon avis, dans le secteur du bâtiment, c'est qu'il faut des compétences à la fois dans les travaux manuels, mais aussi dans la conception, mais aussi dans les réglages, mais aussi dans l'utilisation des objets connectés du numérique, je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire que, et on peut rechercher la compétence à tous les niveaux, si je puis dire, pas seulement intellectuel, ça peut être manuel, ça peut être l'intelligence physique. Je suis dans une grande école de chimie et de physique, il y a plusieurs façons d'enseigner la physique. Moi, je fais Polytechnique, alors c'était abstrait, c'était les maths appliquées à la physique. Mais l'ouvrier qui travaille sur des questions d'acoustique ou de thermique, la première chose à l'expliquer, c'est par où passent les calories. Il n'y a pas besoin de faire des équations. Parce que s'il comprend par où passent les calories et en quantité par où elles passent, à ce moment-là, il trouvera les gestes justes. Sur l'acoustique, par exemple, quand vous avez compris que c'est des vibrations, naturellement, le gars qui fait passer un tuyau avec du béton à côté, il voit bien que ça va vibrer, que ça va faire du bruit. Et c'est lui-même qui imaginera de mettre quelque chose de souple, type caoutchouc, etc. Et donc, je suis en train de défendre devant vous une façon d'enseigner la physique, si je puis dire, du bâtiment, parce qu'il y a un problème de physique du bâtiment, à la fois à ceux qui sont dans la sphère manuelle, mais s'ils comprennent les phénomènes physiques, ils auront des gestes intelligents, et à la fois pour ceux qui conçoivent le... Alors là... Alain Maugart, si je peux me permettre, ça c'est un point important, parce que on va évoquer beaucoup le numérique ce matin, cet après-midi, demain, et il y a les deux, on dirait qu'il y a les deux de front, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté très manuel, comprendre que c'est des vibrations très physiques, il y a le côté main à la pâte, on va dire, et puis il y a le côté tablette tactile, et les deux vont ensemble, et je crois qu'il y a un équilibre qu'il va falloir travailler très clairement en pédagogie, pour pas qu'on aille vers peut-être du tout numérique, ou qu'on conserve des méthodes qui sont dépassées. Non, mais c'est très clair ce que vous dites, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Mais je veux juste faire passer comme idée que le travail manuel dans le bâtiment n'est pas isolé dans un acte manuel sans intelligence. Voilà. Il y a une intelligence manuelle, il y a une intelligence de compréhension des phénomènes. Et ça, je trouve qu'il faut qu'on change cet état d'esprit. C'est un endroit où, quand on est intelligent, quand on prend les bonnes décisions, eh bien, on progresse. C'est un endroit dans la société où on est face à des aléas. Partout ailleurs, excusez-moi, je le dis très simplement, vous voyez bien que c'est des réactions avec des ratios, etc., que l'intelligence artificielle va faire du dégât, va venir là-dedans et va faire les ratios mieux que les hommes. Tout ce qui est automatisme intellectuel va être balayé. En revanche, de l'intelligence manuelle par une compréhension des phénomènes physiques, ça ne sera pas balayé. Même s'il y a des exosquelettes qui vont arriver, même s'il y a, je m'occupe de l'amiante, évidemment, il va y avoir quelques robots, parce qu'en situation d'amianté, autant que ce soit le robot qui prenne les fibres d'amiante que les humains, bon, c'est des simples, mais il ne reste, et c'est pour ça que je trouve que ce métier est passionnant. Il va bénéficier de toute l'arrivée du numérique, des objets connectés, etc., et il restera très concret et il pourra s'adresser à toutes les catégories, si je puis dire, de qualité, parce que tout le monde a des qualités différentes parmi les élèves. Donc, je plaide devant vous quelque chose qui est allez-y, vous pourrez. Et le parcours qu'on peut faire dans le bâtiment, si vous savez le regarder, il y en a qui démarrent comme des ouvriers simples dans le bâtiment, ils deviennent chefs de chantier et ils peuvent même faire beaucoup mieux, beaucoup plus après. Il y a des ingénieurs maison dans le bâtiment, il y a des gens qui... Les gens du bâtiment peuvent ensuite passer en bureau d'études. Voilà, je dis ça. Et je pense que du point de vue de l'enseignement, enfin vous allez le faire, je le sais, j'en suis sûr, vous pourrez donner ces passerelles et donner ces possibilités de progression. Alors, j'ai dit au début pourquoi c'est formidable de se retrouver avec vous, c'est parce que FIBAT, qui est un beau projet, d'ailleurs porté depuis le début par EDF, je peux le dire, donc autant le reconnaître, c'était que sur la formation professionnelle. Bon, maintenant, on l'a séparé en deux, si j'ai bien compris, on fait deux FIBAT, enfin un seul FIBAT avec deux parties, l'éducation nationale et la formation professionnelle. Donc l'arrivée de l'éducation nationale, c'est la nouveauté. Alors, vous avez eu de la chance, je veux dire pourquoi, parce que qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, votre chance, c'est que depuis... pas mal de temps, un programme RAGE, puis ensuite un programme PACT, le monde du bâtiment a rénové ses règles de l'art, ce qu'on appelle les règles de l'art. La physique du bâtiment, c'est les règles de l'art, au sens comment on construit. Et comme on avait des performances énergétiques bien supérieures à ce qu'on connaissait avant, on a tout révisé,
tout regarder pour voir comment on peut construire, rénover des bâtiments dans les meilleures conditions. Donc on a le contenu de l'enseignement. C'est formidable. Le cours de physique a été changé. Et maintenant, la question, c'est comment j'enseigne cette physique du bâtiment. À des manuels, à des moins manuels, etc. Voilà. C'est ça le sujet. Mais on a la matière. S'il fallait réinventer la matière, on dirait c'est sympathique, mais on ne peut pas passer tout de suite aux actes. Et on l'a. Et vous allez en parler tout à l'heure dans la table ronde, pacte. Et on a une matière aussi, même simplifiée. Ils le diront mieux que moi. Voilà. Et je terminerai par quelque chose aussi qui me tient à cœur, si je puis dire. C'est un métier dans lequel on est tous clients de son propre métier. Je vais m'exprimer. On est tous habitants de quelque chose, d'un logement. On travaille dans des lieux. Donc on est utilisateur. C'est intéressant ça, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Avoir des métiers dans lesquels vous êtes professionnel et vous avez votre point de vue d'utilisateur. C'est-à-dire que vous êtes des deux côtés. Et il me semble que dans des métiers comme ça, où on est les deux, celui qui est acteur professionnel du côté de l'offre, il a peut-être la passion, vraisemblablement la passion de comment il parle à lui-même en tant que client, comment il parle à lui-même en tant qu'utilisateur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette démarche-là. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez aussi dire qu'il est en train aussi d'améliorer son propre confort, le confort de sa famille, il va se valoriser dans la famille. Je peux vous dire que quelqu'un qui touche sa bille sur la rénovation énergétique, il y a le cousin qui appelle, il a de la valeur. Et c'est ça que je veux faire passer. Il a de la valeur. On a des innovations, on a une physique nouvelle, on a la rencontre de toutes les techniques, y compris du numérique, et vous verrez bientôt l'intelligence artificielle. Et ensuite, on peut se valoriser. Bon, moi je pense que c'est un programme magnifique pour l'éducation.